Alors, pour la deuxième partie donc du TD numéro 21 sur les dernières révisions de première année, donc vidéo pour le mercredi après-midi 7 avril, nous allons donc corriger l'exercice 5 sur la structure des molécules et des ions polyatomiques, puis les exercices 6 et 7 pour le début de la cristallo. Donc il y aura une dernière partie pour vendredi matin avec les derniers exercices de cristallo et la cinétique chimique. Alors dans l'exercice 5, on vous demande donc de représenter, en justifiant bien sûr, la structure en 3 dimensions de diverses molécules et de divers ions. Alors on va commencer par la molécule d'eau, H2O. Alors d'abord, il faut avoir une représentation de Lewis de l'élément chimique H, donc Z égale 1, 1 et 5. Donc un seul électron célibataire, donc monovalent, une seule liaison covalente faisable. Pour l'oxygène, Z égale 8, 1s2, 2s2, 2p4, 6 électrons de valence. Donc 2s, 2p, donc dans la configuration classique avec la règle de Hund, on aurait donc deux doublés non liants et deux électrons célibataires, donc a priori bivalents. Donc il n'y a pas de souci, le schéma de Lewis de la molécule, donc vous l'avez ici. Et ensuite en 3 dimensions, eh bien l'oxygène il va être au centre d'un tétraèdre irrégulier. Et au sommet de ce tétraèdre, on aura donc les deux hydrogènes et en fait les doublés non liants. Alors il est irrégulier puisque évidemment les doublés non liants ne vont pas prendre la même place, ne vont pas occuper le même encombrement que l'atome d'hydrogène. Donc ça va donner un tétraèdre effectivement irrégulier. Alors ce tétraèdre, si on veut donc l'observer autrement, voilà, vous l'avez ici, hein, donc vous avez l'atome central, donc ici serait l'oxygène, et aux 4 sommets du tétraèdre, donc là on aurait deux hydrogènes et les deux doublés non liants. Ça c'est un tétraèdre régulier, évidemment. Tétraèdre 4 faces, la pyramide à 4 faces. Pour la molécule de BF3, le bord Z égale 5, 1s2, 2s2, 2p1, donc 3 électrons de valence. Dans la représentation normale de Lewis, on devrait avoir donc un doublé non liant et un électron célibataire. Or, il faut expliquer l'existence de la molécule BF3, donc ça veut dire que le bord B est donc trivalent. Donc pour cela, on l'explique en disant qu'il y a une hybridation sp, c'est-à-dire qu'il y a un électron qui va passer donc de 2s à 2p pour donner effectivement cette configuration. On appelle ça une hybridation sp, et ça permet d'expliquer qu'il est trivalent. Bon, de toute façon, quand vous avez un élément chimique qui a 3 électrons de valence, c'est que bon, il y a toujours une hybridation qui lui permettra d'être trivalent. S'il a 3 électrons de valence, il pourra donc faire 3 liaisons covalentes. Le fluor, par contre, ça c'est Z égale 9, c'est un halogène, 1s2, 2s2, 2p5, 7 électrons de valence. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté sur la configuration, hein. Donc le schéma de Lewis, 3 doublés non liants et un électron célibataire. Monovalent, une seule liaison. Donc voilà la molécule de BF3. Alors, dans l'espace, en 3 dimensions, c'est pareil. C'est une molécule qui est plane, puisqu'il n'y a que 3 liaisons. Donc B est au centre d'une structure avec 3 liaisons. Donc c'est dans un plan. C'est une molécule, c'est comme une feuille, comme un plan. Et on a exactement 120 degrés, évidemment, pour les 3 angles. Pour la molécule de CO2, le dioxyde de carbone, le carbone Z égale 6, 1s2, 2s2, 2p4, donc 4 électrons de valence. Donc normalement, on devrait avoir cette structure-là, donc le schéma de Lewis avec un doublé non liant et 2 électrons célibataires. Mais ça, vous le savez depuis très longtemps, le carbone est tétravalent, donc il y a une hybridation sp. Ce qui fait qu'on aura 4 électrons célibataires, 1 par case quantique. Donc le carbone est bien tétravalent. Donc voilà pourquoi on obtient effectivement la fameuse représentation de la molécule de CO2, hein, qui est linéaire, puisque le carbone, c'est comme s'il était donc au milieu d'une structure avec deux liens, deux liaisons. Donc ça occupe une ligne. Voilà. Dans l'espace, c'est une ligne. Alors pour la molécule SF6, donc l'hexafluorure de soufre. Alors le soufre, Z égale 16. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. 6 électrons de valence, comme l'oxygène. Hein, il est juste en dessous, il est dans la même colonne. 3s2, donc 3p4. Donc la représentation de Lewis, comme l'oxygène, deux doublés non liants et deux électrons célibataires. Mais il faut expliquer l'existence de la molécule SF6. Donc le soufre est en réalité hexavalent. Il fera 6 liaisons. Alors on a ce qu'on appelle une hybridation SPD. Alors effectivement, il y a la sous-couche 3D qui existe et qui n'est pas très loin. Et on va donc pouvoir obtenir 6 électrons célibataires, donc avec la même énergie. On dit que c'est une hybridation. Et c'est pour ça qu'on explique que le soufre est hexavalent. Alors, il ne pourra pas faire 7 liaisons, hein, il n'a que 6 électrons de valence, mais il peut en faire jusqu'à 6 par hybridation. Donc voilà la représentation de Lewis de la molécule de SF6. Et ça, dans l'espace, c'est un octaèdre régulier. En effet, le soufre il va être au milieu d'un octaèdre et au sommet
de l'octaèdre, vous allez avoir les fluors. Alors, il est parfaitement régulier, hein, toutes les liaisons sont équivalentes, ont le même encombrement. Quand on met effectivement, ça on l'avait peut-être déjà vu, mais en tout cas je le réexplique ici, quand vous avez donc une flèche, c'est que c'est devant la feuille, en pointillé vous êtes derrière la feuille, et en trait plein vous êtes dans la feuille. Donc il y a deux liaisons dans le plan de la feuille, deux liaisons en pointillé derrière la feuille, et deux liaisons en flèche devant la feuille. Alors si vous voulez avoir une représentation un peu plus jolie de l'octaèdre, donc l'octaèdre vous l'avez ici, donc là au milieu vous avez le soufre, et à chaque sommet vous avez un fluor. Donc si vous reliez effectivement tous les fluors, vous allez avoir l'octaèdre parfaitement régulier. Alors il reste une dernière structure à voir, et puis on les aura toutes vues, hein, enfin toutes celles à connaître, en tout cas à reconnaître, à retrouver. Alors la molécule de PCl5, le phosphore, Z égale 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 5 électrons de valence. Donc normalement, la configuration c'est celle-ci, avec un doublé non liant et 3 électrons célibataires, donc normalement c'est trivalent. Or là, il faut expliquer l'existence de la molécule de PCl5, donc il est pentavalent, il va donc faire 5 liaisons. Il a 5 électrons de valence, c'est possible. Par hybridation SPD, on peut avoir 5 électrons célibataires, et on peut former le schéma de Lewis, la molécule PCl5. Il est pentavalent. On n'oublie pas que le chlore, bien sûr, c'est un halogène, Z égale 17, il y a les 7 électrons de valence, comme le fluor, donc on a la représentation, il est monovalent, la représentation classique. Alors ça, dans l'espace, effectivement, ça va faire un hexaèdre régulier. Donc le phosphore, il va être au milieu d'un hexaèdre, et au sommet de l'hexaèdre, on aura donc les 6 chlores, parfaitement réguliers, avec les 6 faces parfaitement identiques. L'octaèdre, tout à l'heure, j'ai pas dit c'est 8 faces, bien sûr, octa. Une flèche, donc ça, cette liaison, elle est devant la feuille. En pointillé, celle-là, elle est derrière la feuille. Et vous avez 3 liaisons dans le plan de la feuille. Même chose, si vous voulez voir quelque chose d'un petit peu plus joli, voilà, là, vous avez un hexaèdre, donc le phosphore qui est au milieu, et les 5 chlores au sommet. Si vous reliez les sommets, vous avez effectivement l'hexaèdre régulier. Donc la structure en 3 dimensions, la structure géométrique de la molécule de PCl5. Donc on résume, vous avez la structure linéaire, c'est CO2, vous avez la structure plane, BF3, avec 3 liaisons, vous avez la structure tétraédrique, donc le tétraèdre à 4 faces. Alors on a vu la molécule d'H2O, le tétraèdre irrégulier, puisque les doublés non liants prennent de la place, pas autant qu'une liaison covalente, mais ça prend de la place. Alors on verra tout à l'heure des exemples de tétraèdres réguliers. Sinon vous avez l'hexaèdre, 6 faces, et enfin l'octaèdre, 8 faces. Voilà, ce sont les seules structures que vous rencontrerez et qu'on pourrait vous demander au concours. Alors maintenant on passe aux ions polyatomiques. Alors SO4 l'ion sulfate, hein, dont on a souvent parlé. Alors déjà, première chose, il y a 2 charges moins. Alors qui va prendre les charges moins, l'oxygène ou le soufre? Alors l'oxygène, c'est facile, c'est toujours le plus électronégatif. Voilà. Donc c'est l'oxygène qui va prendre les charges moins. Donc en fait, il y aura 2 oxygènes qui, de leur structure de Lewis qu'on a vu tout à l'heure, passeront à cette structure-là avec une charge moins, donc un électron en plus. Ce qui va faire un doublé non liant en plus et un seul électron célibataire et une charge moins. Donc parmi les 4 oxygènes, il y en a 2 qui auront cette structure-là et 2 qui auront cette structure-là. Le soufre, lui, il est hexavalent, on l'a vu tout à l'heure, il peut faire jusqu'à 6 liaisons, donc on aura effectivement cette structure-là. Donc le soufre, il va être relié à 4 oxygènes, donc avec 2 avec des doubles liaisons, 4, 5, 6 hexavalents. Alors on dit qu'il y a mésomérie. Mésomérie, ça veut dire que les charges moins, en réalité, elles vont se balader. La charge moins peut passer ici, celle-là peut passer ici, en fait ça tourne. Ce qui fait que on n'a jamais cette structure-là stable très très longtemps. Les charges moins, en fait, elles vont bouger, elles vont tourner. Là, on va dire que c'est la configuration la plus stable d'un point de vue électrique, puisque les charges moins sont les plus éloignées l'une de l'autre. Alors ça, dans l'espace, ça va être un tétraèdre régulier. Donc le soufre va être au milieu d'un tétraèdre et les oxygènes vont être au sommet. Avec 2 oxygènes chargés moins et 2 oxygènes qui ne sont pas chargés. Mais puisqu'il y a mésomérie, en réalité, les charges moins, elles se baladent parmi les 4 oxygènes et le tétraèdre est parfaitement régulier. Donc l'ion sulfate, dans l'espace, a une structure de tétraèdre, de pyramide en forme de tétraèdre. Pour l'ion phosphate, c'est pareil, il y a 3 charges moins. Alors même chose, c'est l'oxygène qui est toujours le plus électronégatif, donc c'est lui qui prendra les charges moins. Donc sur les 4 oxygènes, il y en a 3 qui auront cette configuration-là. Le phosphore, on l'a vu tout à l'heure, il est pentavalent, et là il aura besoin de sa pentavalence, donc de faire 5 liaisons covalentes. En effet, 2, 3, 4, 5. 3 oxygènes avec la charge moins et un oxygène qui n'est pas chargé. Là aussi, il y a mésomérie. En réalité, la charge moins pourra passer ici, la double liaison ici, ici, ici. Enfin, tout ça, ça va tourner au cours du temps.
Et dans l'espace, on va retrouver bien sûr l'hexaèdre régulier, parfaitement régulier, puisque les charges moins se baladent partout, il y a mésomérie. Donc en fait, les 5 liaisons sont équivalentes en termes d'encombrement dans l'espace. Donc le phosphore, dans l'ion phosphate, est au milieu d'un hexaèdre, donc une pyramide à 6 faces, et les oxygènes sont au sommet. L'ion nitrate, lui aussi très célèbre. Toujours l'oxygène le plus électronégatif, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc un seul oxygène aura une charge moins. L'azote Z égale 7, 1s2, 2s2, 2p3, donc normalement 5 électrons de valence. Normalement la structure de Lewis c'est un doublé non-liant et 3 électrons célibataires, donc normalement il est trivalent, mais on doit expliquer l'existence de l'ion nitrate, hein, qui existe bien, on le rencontre très souvent. Donc on l'explique par une hybridation 2s, 2p, 3s. Bon, ça si vous le retenez pas, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que vous ayez compris qu'il y a 5 électrons de valence, donc on pourra aller jusqu'à une pentavalence, jusqu'à 5 liaisons. Donc en effet, l'ion nitrate va faire 2, 4, 5 liaisons. Un seul oxygène sera chargé moins. Alors pour l'azote, dans l'espace, c'est comme s'il y avait 3 liens, puisqu'une double liaison, c'est comme une simple liaison en termes d'occupation dans l'espace. On aura parfaitement 120 degrés, ce sera parfaitement un plan. Il y a mésomérie, bien sûr, la charge moins elle se balade. C'est pour ça que c'est parfaitement régulier, qu'on a 120 degrés pour les 3 angles. Et c'est donc un ion qui est plan, qui occupe un plan. Ça, je l'avais déjà expliqué. Et enfin, le NH4+, l'ion ammonium. Alors, qui prend la charge plus? Alors évidemment, ça ne peut pas être le H, l'hydrogène, parce que l'hydrogène, il a un seul électron. Donc si vous lui retirez, bah, il ne peut plus faire de liaison chimique. Voilà. Donc l'hydrogène ne pourra jamais perdre évidemment son électron, ou alors c'est l'ion H+, tout seul. En tout cas, dans une molécule ou dans un ion, l'hydrogène ne peut pas perdre son électron. Donc c'est forcément l'azote qui a perdu un électron. Donc au lieu d'avoir 7 électrons, Z égale 7, 7 protons, 7 électrons, il n'en a que 6. Donc il a 4 électrons de valence. 4 électrons de valence, hybridation SP, il peut faire 4 liaisons. Voilà pourquoi on explique la structure de NH4+. Donc ça c'est le schéma de Lewis de N+, ayant perdu un électron, il est tétravalent. Évidemment, la structure dans l'espace, c'est un tétraèdre parfaitement régulier, donc l'azote qui est chargé plus est au milieu du tétraèdre, les hydrogènes sont au sommet et c'est parfaitement régulier. Donc voilà, dans cet exercice 5, on a vu tout ce que vous avez à savoir. Ça n'ira pas au-delà si on vous demande de dessiner ou de justifier en 3 dimensions la structure d'une molécule ou d'un ion polyatomique. Ça arrive très souvent à l'écrit, hein, il y a souvent une question ou deux là-dessus. Voilà, c'est dommage de ne pas prendre les points, c'est pas très difficile. Alors on va pouvoir démarrer donc la cristallographie. On ne terminera pas sur cette séance, là on va voir la première partie, à travers les exercices 6 et 7. Alors dans les exercices 6 et 7, on va s'intéresser à ce qu'on appelle donc des cristaux métalliques. Cristaux métalliques, ça veut dire constitués d'atomes pour former un métal. Donc le fer, le palladium, etc. Donc tous les métaux qui sont donc des solides cristallisés et qui sont donc, comme vous le savez, des conducteurs ohmiques, hein, qui vont conduire le courant électrique. Alors on va commencer dans l'exercice 6 par le fer gamma, car il y a plusieurs structures cristallines, on appelle ça des variétés allotropiques, pour le fer, et le fer gamma, il est dans un réseau CFC, c'est-à-dire cubique à face centrée. Alors la structure cubique à face centrée, c'est la seule que vous ayez à connaître par cœur, en fait. C'est la seule sur laquelle, normalement, on ne va rien vous rappeler. Toutes les autres structures que vous pourriez rencontrer, on va peut-être en voir quelques-unes, en citer quelques-unes, normalement, on doit vous rappeler la structure. Vous en avez une seule à connaître parfaitement, c'est le cubique à face centrée. Et on vous donne la masse volumique, donc, du fer gamma. Et on vous donne la masse molaire du fer, évidemment. Alors, on est là pour faire quelques révisions. Donc cristal métallique, les atomes sont assimilés à des sphères dures. Donc les atomes de fer, on fait comme si c'était des sphères dures. Cubique face centrée, CFC, l'acronyme. Alors on va pouvoir en profiter puisque je vais ajouter quelques documents à ce TD. J'ai dû les mettre ici, voilà. On va regarder à quoi ressemble cette structure. Alors bien sûr, la structure cubique à face centrée, elle est valable donc pour les cristaux métalliques, mais on peut la retrouver, par exemple, quand on a envie de ranger des oranges sur un étal, ou si on a envie de ranger des ballons de football, ou des ballons de basketball, ou des balles de tennis, ou des balles de ping-pong. C'est exactement la même problématique. À chaque fois que vous avez besoin de ranger des sphères dures. Alors le cubique à face centrée, là vous avez une photographie de la structure avec des petits roulements à billes métalliques. À côté, c'est le cubique centré. Donc le cubique centré, c'est-à-dire que vous avez donc une sphère qui est au milieu du cube. Cubique à face centrée, il n'y a rien au milieu. Par contre, vous avez une sphère au milieu de chaque face. Alors maintenant, schématiquement,
au sens mathématique, au sens géométrique, un cubique à face centrée, c'est une maille cubique, c'est-à-dire c'est un cube. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est uniquement ce qu'il y a à l'intérieur du cube. Bon, donc on ne s'occupe pas de ce qui déborde du cube. Alors en effet, comme on peut le constater, donc là c'est schématique, on a assimilé les sphères à des points, et ça c'est plus réaliste, hein, évidemment, les sphères elles ont une dimension, elles ont un rayon qui n'est pas nul. Alors on constate que vous avez donc 8 atomes aux 8 sommets du cube, et qu'au sommet du cube, un atome, en fait, il n'y a que 1/8 qui est dans le cube. Vous voyez, il n'y a que 1/8 de la sphère, ici, 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 qui est à l'intérieur du cube. Donc 8 fois 1/8, c'est-à-dire que les atomes qui sont au sommet du cube, ils ne comptent que pour 1/8. 8 fois 1/8, ça fait donc un atome en tout dans le cube. Ensuite, vous avez les atomes qui sont au milieu des faces. Alors au milieu des faces, ça veut dire que vous n'avez que la moitié de la sphère qui est dans le cube. Ici, ici ou ici. Voilà, vous n'avez que la moitié de la sphère. Donc là, il y a 6 faces, fois 1/2, ça fait 3. 3 plus 1, 4. Donc en effet, on explique que dans la maille cubique à face centrée, on dit que la population, c'est 4. Donc ici, 4 atomes de fer. Donc vous avez compris, hein, la maille cubique à face centrée, au sens géométrique, c'est un cube. On s'occupe que ce qu'il y a à l'intérieur du cube, pas ce qui déborde, pas ce qui est en dehors du cube. Donc 4 atomes de fer, donc 8 au sommet qui comptent pour 1/8, il n'y a que 1/8 de la sphère qui est dans le cube. 6 qui sont au milieu des faces qui comptent pour 1/2, il n'y a que la moitié de la sphère qui est dans le cube. Donc ça fait 4 atomes de fer, c'est la population de la maille. Alors ensuite, on s'occupe du contact entre guillemets, c'est-à-dire la distance minimale entre deux atomes. Alors comme on le voit très bien sur la photographie ici, on voit que les atomes ils sont au contact sur les diagonales des faces, ils ne sont pas au contact sur les arêtes. Vous voyez, hein, ils ne sont pas au contact sur les arêtes, ils sont au contact sur la diagonale des faces. Donc ils sont en contact ici. Là on voit bien qu'il y a un trou, hein, donc ils ne sont pas en contact sur les arêtes, ils sont en contact sur les diagonales. Alors on appelle petit a donc le paramètre de la maille, c'est-à-dire le côté du cube. Une diagonale de face est donc a racine de 2. Et sur a racine de 2, vous avez 1, 2, 3, 4 fois le rayon des atomes. Donc a racine de 2 égale 4r. C'est ce qu'on appelle la relation qui caractérise le contact entre guillemets. En réalité, il n'y a pas vraiment contact, mais en tout cas, la distance minimale d'approche entre les atomes du cristal. Alors ensuite, il y a la coordinance. Alors la coordinance, vous prenez un atome quelconque dans le cristal, un atome de fer quelconque par exemple dans le cristal, et on va regarder quels sont ses plus proches voisins, ses plus proches voisins à égale distance. Et en effet, dans la cubique à face centrée, dans la maille cubique à face centrée, la coordinance c'est 12, c'est-à-dire que pour chaque atome, il a 12 voisins les plus proches possibles à la distance a racine de 2 sur 2, donc une demi-diagonale de face. Alors ça, pour le comprendre, il faut absolument regarder le schéma, parce que c'est pas évident. Et sur ce schéma, en fait, on a besoin de dessiner deux mailles qui se touchent. Et on va s'intéresser donc à l'atome qui est ici. Alors si vous regardez l'atome qui est ici, en effet, à la distance a racine de 2 sur 2, donc la moitié d'une diagonale de face, vous avez celui-là, 1, 2, 3, 4. Mais il y a aussi celui-là, avec la distance en pointillé, celui-là, 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 ça fait 8, celui-là, 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 ça fait 12. Donc effectivement, l'atome de fer qui est ici, il a 12 voisins à la distance a racine de 2 sur 2. Il ne peut pas en avoir des plus proches. Il y en a évidemment des plus loin, mais il ne peut pas en avoir des plus proches. C'est ce qu'on appelle la coordinance. Alors après, c'est à vous d'admettre que, évidemment, vu la symétrie du cristal, on a exactement la même chose pour n'importe quel atome. Voilà, ça, la coordinance, donc c'est 12 et la distance, c'est a racine de 2 sur 2. En continuant dans la description de la maille cubique à face centrée, la compacité. Alors la compacité, c'est sans dimension, c'est un pourcentage, c'est le taux d'occupation. C'est le pourcentage d'occupation de la matière par rapport au volume qui est proposé. Alors il faut absolument le retenir parce que c'est la valeur maximale. Alors même chose, quand vous voulez ranger des ballons de football ou des oranges, c'est 74%, on ne peut pas faire mieux. En tout cas, évidemment, avec des sphères de même dimension. Donc si dans un hangar, vous avez besoin de ranger des ballons de football, bah, c'est clair que vous n'allez pas pouvoir faire mieux que 74% d'occupation de l'espace avec les ballons de football. Et c'est avec la structure cubique face centrée. Alors comment on fait pour le démontrer? Alors on dit que dans une maille, dans le cube, il y a 4 atomes, donc 4 fois 4 tiers de pi r cube, avec R le rayon bien sûr d'une sphère, donc d'un atome, sur A au cube, le côté du cube. Or, on a A racine de 2 égale 4R, donc on voit que les R se simplifient, et on obtient un résultat effectivement qui est parfaitement intrinsèque. Pi racine de 2 sur 6, quel que soit le rayon.
Donc, pi racine de 2 sur 6, ça fait 0,74, 74%. C'est la valeur maximale. On dit que c'est une structure compacte. Voilà, on ne peut pas avoir un taux d'occupation plus important que 74% avec des sphères de même rayon. Balle de pétanque, ballon de foot, atome, ce que vous voulez. Et donc ça, c'est à retenir. Alors en réalité, dans la nature, il y a une autre structure compacte, c'est l'hexagonale compacte, qui n'est pas à votre programme. Donc si on vous la fait utiliser dans un exercice, c'est déjà arrivé, on doit vous la décrire, on doit vous fournir un schéma et vous la décrire. Mais il y a une deuxième structure, il y a une autre structure qu'on rencontre aussi dans la nature avec la même compacité, c'est l'hexagonale compacte, donc un autre type de cristal si vous voulez. Bien, alors on peut passer à l'exercice. Dans l'exercice, on vous demande de démontrer la dimension donc, du rayon de l'atome de fer dans la structure cristalline métallique cubique face centrée. Alors pour cela, vous avez la masse volumique. Donc la masse volumique, c'est la masse d'un échantillon sur le volume de l'échantillon. Comme échantillon ici, évidemment, on va prendre un cube, donc une maille cubique. Il y a 4 atomes, donc 4 fois la masse d'un atome, donc 4 fois la masse molaire sur le nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro, c'est le nombre d'atomes dans une maille, sur A au cube. On en déduit, puisqu'on connaît la masse molaire, alors il faut faire attention aux unités, souvent c'est des étourderies classiques. On en déduit le paramètre de la maille, donc 360,5 picomètres, alors pico c'est 10-12. Donc si vous préférez, 0,36 nanomètres. Voilà. On avait dit que c'était de l'ordre de 10-10 mètres, la distance interatomique dans un cristal, dans le TD de ce matin. Donc 0,36 nanomètres, donc 3,6 10-10 mètres, donc on est bien dans l'ordre de grandeur qu'on avait donné. Ensuite, on a A racine de 2 égale 4R, donc R c'est 127,4 picomètres. Donc c'est la dimension, en tout cas c'est le rayon de l'atome de fer, s'il se comportait comme une sphère parfaitement dure dans le cristal métallique fer gamma. Alors la suite de l'exercice, maintenant qu'on a décrit la structure cubique face centrée, on vous parle d'un alliage. Alors un alliage d'insertion, c'est-à-dire que dans le cubique à face centrée, comme vous l'avez compris, il y a des trous, puisqu'il y a 26% de trous, puisqu'il y a 74% d'occupation. Dans ces trous, on va essayer de glisser, d'insérer des atomes plus petits. En effet, on va essayer de glisser des atomes de carbone qui sont plus petits que les atomes de fer et ainsi réaliser ce qu'on appelle un alliage d'insertion. Alors pour cela, il faut décrire les sites qui sont présents donc, dans la cubique à face centrée. On appelle ça donc des sites interstitiels, des interstices. Alors il y a deux types de sites, il y a les sites octaédriques et les sites tétraédriques. Alors dans cet exercice, on va voir les octaédriques et dans l'exercice suivant, qui va suivre tout de suite après, on verra les tétraédriques. Alors on va regarder ensemble où sont les sites octaédriques, c'est-à-dire qu'il y a des sites qui auront donc une coordinance de l'octaèdre, une structure, une forme d'octaèdre. Alors on va le voir sur ce document, voilà. Je crois que sur celui-là, on a à peu près tout abordé, donc on passe à l'autre. Bien. Alors, un octaèdre, on a vu tout à l'heure ce que c'était dans la structure, par exemple, de SF6. Un octaèdre, c'est donc une structure à 8 faces, une pyramide à 8 faces. Et on parle de site octaédrique quand on peut placer un atome au milieu de l'octaèdre et qu'au sommet de l'octaèdre, on a les atomes de fer, par exemple ici. Alors en effet, on constate qu'un octaèdre, il y en a un qui est au milieu, c'est-à-dire qu'il y a un site octaédrique au milieu du cube de la maille cubique face centrée. Donc on pourra mettre un atome plus petit que le fer au milieu du cube, et il sera entouré en effet de 8 atomes de fer au sommet donc de cet octaèdre. Alors il y en a d'autres des sites octaédriques, il y en a un au milieu de chaque arête en fait. Alors j'en ai représenté qu'un, mais c'est valable pour toutes les arêtes, pour les 12 arêtes. Donc si vous vous mettez au milieu de l'arête, en effet au milieu de l'arête il y a un trou, il y a un espace. Et bien si vous mettez un atome plus petit que l'atome de fer au milieu de l'arête, il aura 8 voisins, 8 atomes de fer autour, et ça formera effectivement un octaèdre parfaitement régulier. Donc voilà pour les sites octaédriques. Alors pour ces sites octaédriques, on va donc préciser qu'il y en a 4 par maille. Alors il y en a un au milieu qui compte pour 1 puisqu'il est bien entièrement dans la maille. Par contre, il y en a 12, puisqu'il y a 12 arêtes qui vont compter pour un quart. Parce que quand vous êtes au milieu d'une arête, en fait, vous appartenez à 4 mailles. Donc le site octaédrique dit latéral, au milieu d'une arête, il compte que pour un quart. Donc 12 fois un quart, 3. Donc 3 plus 1, 4. Donc il y a 4 sites octaédriques par maille, donc dans un cube, dans la forme cubique géométrique. Il y a donc 4 sites tétraédriques. Un qui compte pour 100%, et puis pour 1, et puis 12 qui comptent pour un quart, puisque en réalité,
l'atome qu'on va mettre au milieu de l'arête, il va appartenir à 4 mailles. Alors on dit que la coordinance c'est 6, car si vous êtes donc, pensez à la molécule SF6, si vous êtes au milieu de l'octaèdre, vous avez effectivement 6 voisins les plus proches possibles à égale distance. Cette distance, quelle est-elle? Tout simplement A sur 2. Alors tous les sites octaédriques, même ceux au milieu des arêtes, ils sont équivalents. Et en effet, on voit bien que la distance entre le centre de l'octaèdre et un des sommets, n'importe lequel, c'est bien la moitié du paramètre de maille, la moitié de l'arête, donc A sur 2. Donc coordinance 6 voisins les plus proches possibles à la distance A sur 2, au milieu de l'octaèdre. Alors dans l'exercice, il y avait une petite problématique, donc on appelle cet alliage l'austénite, c'est une fonte. Les alliages fer-carbone, donc c'est les fontes, les aciers. Et on vous dit que les atomes de carbone occupent un site octaédrique sur 12. Et on vous demande la composition théorique de la phase austénite. Alors pour avoir 12 sites octaédriques, il faut donc 3 mailles, puisqu'il y en a 4 par maille. Donc ça veut dire qu'il y a un atome de carbone pour 3 mailles. Donc 12 sites octaédriques, donc 3 mailles, donc un atome de carbone pour 3 mailles, c'est-à-dire 12 fers. Voilà pourquoi la formule c'est Fe12C, mais on pourrait dire aussi Fe24C2. C'est pas une molécule, c'est une formule d'alliage. Donc voilà l'alliage de l'austénite. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de carbone en fait, et vous allez comprendre pourquoi juste après. Ensuite, une question très classique. On va essayer de déterminer le rayon maximal de l'atome qu'on va pouvoir placer donc dans le site octaédrique. Alors on vous dit que le rayon de l'atome de carbone c'est 0,077 nanomètres, donc 77 picomètres si vous préférez. Et nous on va essayer de voir quel est le rayon maximal théorique que l'on peut placer dans un trou octaédrique, dans un site octaédrique, donc au milieu de ces fameux octaèdres que l'on a décrits ensemble. Alors pour cela, il faut faire un petit dessin. Donc ça, ce sont les atomes de fer. Et là, c'est la petite boule qu'on pourra mettre au maximum. Et donc au maximum, elle va être en contact, elle va donc les toucher. Donc sur la distance petit a, on aura donc 2 fois le rayon maximal, Rmax, et puis 2 fois le rayon du fer. Ce qui fait pour Rmax 52,9 picomètres. Et là, c'est plus petit que 77 picomètres. Donc normalement, le carbone, il n'a pas la place. Et pourtant, l'austénite, ça existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la structure cubique face centrée, elle est déformée. Donc on n'est pas dans la théorie. Dans la pratique, le carbone, il va se faufiler. Alors bien sûr, ça se fait à très haute température, sous haute pression. C'est dans les hauts fourneaux qu'on fabrique de la fonte ou de l'acier, donc à très haute température. Et c'est comme ça que les atomes de carbone arrivent à se faufiler au milieu des atomes de fer et à occuper de temps en temps un site octaédrique. Mais on aura une structure cubique à face centrée parfaitement déformée. C'est-à-dire que les atomes de fer, en réalité, ils ne vont pas se toucher sur les diagonales des faces. Voilà la réalité. Alors maintenant, ces structures, on arrive à les voir, entre guillemets, sur des images de synthèse obtenues par microscope électronique, donc grâce à la diffraction des électrons, comme on a pu l'expliquer ce matin. Alors un dernier exercice pour la séance de cet après-midi, toujours sur la cristallo et toujours sur le cubique à face centrée. Cette fois-ci, on va s'intéresser au métal palladium. Voilà, on vous donne sa masse volumique, la masse molaire du palladium, on vous dit que c'est un réseau CFC. La première question, rapidement, puisque c'est la même que tout à l'heure, la masse volumique, donc c'est 4 fois la masse d'un atome de palladium sur A au cube, le paramètre de maille, donc on obtient le paramètre de maille, 389,5 picomètres, donc c'est un peu plus grand que pour le fer. C'est normal, le palladium c'est un atome qui est plus gros que le fer. Ensuite, les atomes de palladium, ils se touchent en théorie, ils sont en contact en théorie sur la diagonale d'une face, donc R palladium à racine de 2 sur 4, 137,7 picomètres, c'est plus grand que l'atome de fer. Alors moi, ce qui m'intéresse dans cet exercice, c'est d'aborder avec vous, bien sûr, le deuxième type de trou, de site que l'on peut occuper dans une maille cubique à face centrée, ce sont les sites tétraédriques. Alors on va les voir ici. Voilà, les sites tétraédriques. Alors tétraédrique, tétraèdre. Alors là, vous avez un beau tétraèdre en 3 dimensions. Et en effet, il y aura effectivement un site au milieu d'un tétraèdre. Donc si vous vous placez au milieu de ce tétraèdre, vous avez de la place pour mettre un tout petit atome, une petite sphère, plus petite évidemment que l'atome de palladium. Et cette petite sphère aura donc 4 voisins, 1, 2, 3, 4, donc au milieu d'un tétraèdre. Donc elle aura 4 voisins palladium. Alors en effet, vous avez compris, on est dans le coin du cube, et des coins, il y en a 8. Donc voilà pourquoi il y a 8 sites tétraédriques, donc au milieu de chaque coin. Au milieu de chaque coin, vous allez avoir un site tétraédrique. Et ils sont tous à l'intérieur, ils comptent tous pour 1.
Donc là, on vous en a représenté un. Alors on dit aussi qu'on est au milieu d'un tétraèdre, mais qu'on est aussi au milieu du petit cube de côté A sur 2. Vous voyez, les 8 petits cubes de côté A sur 2. Donc le site, il est au milieu. Et là, vous retrouvez 1, 2, 3, 4, les 4 atomes de palladium, donc la structure tétraédrique. Vous retrouvez le tétraèdre ici, évidemment. Là, j'avais dessiné un tétraèdre et là un octaèdre, comme on avait vu tout à l'heure, pour ceux qui ont du mal à imaginer en 3 dimensions ce que ça représente vraiment. Voilà, rien à ajouter de particulier sur les sites tétraédriques. Donc dans la maille cubique à face centrée, il y a donc aussi 8 zones, 8 petits espaces, 8 petites places vides de forme tétraédrique, 8 par maille, et ils comptent pour 1, ils sont tous à l'intérieur. On dit que la coordinance c'est 4. Pourquoi? Parce que quand vous êtes au milieu d'un tétraèdre, on l'a expliqué tout à l'heure, vous allez avoir 4 voisins palladium, voilà, les plus proches possibles, avec la même distance, la plus petite distance possible. Et on voit bien que cette distance ici, c'est donc, alors attention, A racine de 3 sur 4. Alors en effet, ici vous êtes sur la grande diagonale du cube, donc A racine de 3. Et au milieu du petit cube, ici, vous êtes à A racine de 3 sur 4. Alors pour le démontrer, vous dites que vous êtes au milieu de la grande arête du petit cube de côté A sur 2. Donc vous avez A racine de 3 sur 2 ici, vous êtes au milieu, A racine de 3 sur 4. Voilà pourquoi on dit que la coordinance c'est 4 à la distance de A racine de 3 sur 4. On dit qu'on est au milieu du tétraèdre ou au milieu d'un petit cube de côté A sur 2. J'ai dû refaire un petit dessin ici, voilà. Donc au milieu d'un petit cube de côté A sur 2, et là je vous ai redessiné le tétraèdre. Alors maintenant, la problématique en rapport avec ça, on vous dit que quand on soumet du palladium solide à une très forte pression de dihydrogène, on va former l'hydrure de palladium, donc qui est un alliage. Et dans cette l'hydrure de palladium, on vous a donné la formule PD2H. Ça veut dire qu'il y a 2 fois plus de palladium que d'hydrogène. Et on vous demande de combien de sites tétraédriques sont occupés, sachant que les hydrogènes, donc les plus petits atomes possibles, c'est eux qui vont se placer dans les tout petits trous tétraédriques. Alors la formule de l'alliage, c'est PD2H, donc il y a 2 fois plus de palladium. Dans une maille cubique à face centrée, il y a 4 palladium, ça veut dire qu'il y a 2 hydrogènes. 2 hydrogènes, donc 2 sites sur 8, donc 1 site tétraédrique sur 4. Donc 2 hydrogènes par maille, il y a 8 sites tétraédriques, donc 1 site tétraédrique sur 4. Donc simplement, 2 sites tétraédriques sont occupés, 1 sur 4. Il nous restera bien sûr à aborder la taille maximale, donc le rayon maximal des toutes petites sphères qu'on va pouvoir mettre dans les trous, dans les sites, dans les interstices tétraédriques. Donc pour cela, on dit que au pire, ils vont se toucher sur A racine de 3 sur 4, puisque c'est la distance de coordinance. Et A racine de 3 sur 4, ce sera donc le rayon maximal plus le rayon du palladium. Donc on trouve un rayon maximal de 30,9 picomètres. Je vous fais remarquer que c'est beaucoup plus petit que le rayon maximal d'un site octaédrique. Donc dans les sites tétraédriques, il y a moins de place, donc on va mettre des atomes beaucoup plus petits. Et là, même chose, c'est plus petit que le rayon de l'atome d'hydrogène qui vaut 37 picomètres. Donc là aussi, en théorie, il n'y a pas la place, et en théorie, on ne va pas pouvoir placer les atomes d'hydrogène. Mais en pratique, oui. Et là encore, ce sera une structure cubique à face centrée déformée. C'est pour ça qu'on vous dit qu'on va insérer donc les atomes d'hydrogène sous très haute pression, on va pousser très très fort pour que l'hydrogène puisse se faufiler dans les trous et se placer effectivement dans des sites tétraédriques. C'est pour ça qu'il n'y en a que 2 sur 8, 1 sur 4 d'occupés. On est très loin de pouvoir mettre de l'hydrogène dans tous les sites tétraédriques. Alors je termine par une remarque intéressante, puisqu'on en a quand même pas mal parlé cette année. C'est quoi l'intérêt donc de l'hydrure de palladium? Eh bien, l'intérêt, c'est de stocker du dihydrogène autrement que dans des réservoirs à l'état liquide qui peuvent être très encombrants et voire un peu dangereux, car ils peuvent exploser. Alors que là, l'idée, c'est d'avoir des cristaux de palladium donc embarqués dans la voiture ou dans le bus qui fonctionne avec une pile à combustible à hydrogène. Et en fait, sous haute pression, on va pousser du dihydrogène dans le cristal. Donc on va un peu déformer le cristal, mais en tout cas, globalement, ça ne va pas énormément modifier le volume occupé. Et on va pouvoir donc glisser de l'hydrogène. Et ensuite, et ça, on maintient ça sous haute pression. Et ensuite, en baissant la pression, l'hydrogène il va sortir du cristal et on va pouvoir l'utiliser pour faire une pile à combustible, donc une pile électrochimique avec le dihydrogène comme combustible. Donc voilà, ça c'est un projet qui n'est pas encore complètement au point, mais qui est vraiment plein d'avenir. Ça permet de limiter l'encombrement effectivement du stockage de dihydrogène, notamment dans les voitures piles à hydrogène, et de risquer tout ce qui est risque d'explosion des réservoirs de dihydrogène liquide. Donc voilà ce qui termine donc cette séance de mercredi après-midi.
Et il y aura donc une dernière séance pour vendredi matin avec le reste de la Cristallo, et je crois que c'est de la cinétique qui reste à la fin. Voilà.